Il y a tout un tas de signaux en fait qui sont donnés aux introvertis comme quoi ils devraient changer. Donc, par exemple, dans le monde professionnel, moi, ce que les clients vivent tout le temps, ce qu'on me dit tout le temps, c'est on me demande d'être plus visible. On me demande d'être plus actif en réunion, de s'imposer. Voilà, de s'imposer. Ouais. On me dit que je suis trop en retrait dans les relations informelles, que je devrais être plus part du groupe, proactif dans mes interactions. Et donc tout ça, c'est des messages qu'on envoie sur le fait que la personne ne fonctionne pas forcément comme il faudrait par rapport aux valeurs qu'on attend. Alors que souvent, ces personnes apportent autre chose. Hein. Ces personnes, elles sont, bon, on va y revenir, quoi, mais elles sont plus dans la discrétion, mais du coup, elles apportent d'autres qualités qui peuvent être utiles à l'entreprise. Mais du coup, ce message qu'elles reçoivent en permanence de « il faudrait changer », il est mauvais pour la confiance en soi, justement. Et tant qu'on n'en prend pas conscience, c'est tout l'objet de mon travail, en fait, c'est de faire prendre conscience aux gens de leurs valeurs, de leur mode de fonctionnement. En fait, tant qu'on n'en prend pas conscience, on reste dans la culpabilité. On se dit, il faudrait que je change, que voilà, et tout ça, ça fait qu'on s'entretient finalement dans cette timidité, dans ce manque de confiance en soi. Mais donc, dans l'entreprise, pour revenir proche des gens, quand on regarde en fait autour de soi, souvent, on a dans notre management, dans les gens autour de nous, on a des personnes. Au premier abord, on n'aurait pas dit qu'elles sont introverties. On ne serait pas dire oui, cette personne est introvertie parce qu'elle a l'air à l'aise, elle a l'air de bien fonctionner. Et en fait, quand on observe bien, on se rend compte que c'est des personnes qui sont plus discrètes que les autres, qui sont plus en retrait, qui parlent moins. En réunion, c'est rarement celle qui va prendre le plus la parole. Et on le voit, hein, souvent en réunion, on est focalisé sur les quelques personnes qui parlent tellement, mais souvent c'est 3 personnes sur 10, des personnes qui monopolisent une grande partie de la discussion dans la réunion. Et souvent, il y a d'autres personnes qui sont plus dans le retrait, plus dans la réflexion. Pourtant, elles en imposent aussi, elles ont avec leur style. Moi, au cours de ma carrière, j'ai rencontré des gens, des VP qui étaient introvertis. Et c'était à l'époque où je découvrais ce sujet de l'introversion, et j'étais très impressionné parce que souvent c'était des gens, il y en avait qui décrochaient quasiment pas un mot en réunion, et puis quand on leur demandait leur avis, ils réfléchissaient, ils prenaient un petit temps, ils disaient écoutez, il faut que j'y réfléchisse, je vous envoie une petite note ce soir. Point. Voilà. Et ils étaient complètement respectés dans leur mode de fonctionnement. Et donc, à partir du moment où on prend conscience de ça, on peut dire, quand moi, normalement, je fonctionne naturellement. Je fonctionne naturellement en réunion, je suis pas trop dans la spontanéité, j'ai du mal à en même temps suivre les conversations, en même temps réfléchir à qu'est-ce que je pourrais dire et en même temps dire quelque chose. Voilà, ça fait 3 choses qui sont souvent compliquées, surtout dans le cadre d'une réunion où il va y avoir des personnes, où la réunion va être organisée de manière assez extravertie, parce que c'est-à-dire qu'on va beaucoup donner la parole à la spontanéité, quoi, à celui qui prend la parole, voilà, de manière spontanée, c'est lui qui a la parole. Et après, il peut y avoir des managers qui font ça de manière différente, plus inclusive, en autorisant des moments où chacun se pose. J'ai une question, donc réfléchissez 2 minutes, posez vos mots sur une feuille, après on fait un tour de table et chacun partage sa réflexion. Ça, c'est des choses qui vont être beaucoup plus adaptées à des personnes introverties. Par exemple, un reproche qui est souvent fait aux personnes introverties, c'est tu n'es pas assez visible. Et en fait, moi, quand j'avais creusé ça avec mon manager à l'époque, je lui ai dit, mais moi, en même temps, c'est mon tempérament, il y a un moment, je ne peux pas me forcer en permanence à aller parler à tout le monde. Et donc, j'avais posé la question, mais pourquoi tu veux que je sois plus visible? Quel est ton besoin à toi, tu vois? Et en fait, son besoin à lui, c'était d'être plus informé. D'accord, ok. Je faisais les choses dans mon coin. Et ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé chez beaucoup de clients ensuite. Ce reproche de « tu devrais être plus visible », il vient souvent d'une impression que la personne introvertie fait les choses un peu dans son coin, qu'on ne sait pas trop ce qu'elle fait, on ne sait pas trop ce qu'elle avance sur ses projets, etc. Bon, bah ça, c'est magique, parce qu'à partir du moment où on sait ça, il suffit d'informer son chef. On peut envoyer des emails, on peut aller le voir 2 fois par semaine en ouvrant le bureau 5 minutes et en disant « écoute, j'en suis là, ça va, c'est bon, t'as quelque chose ». Ça décharge de devoir prendre la parole spontanément le lundi matin dans la réunion de 10 heures. Oui, c'est vrai. Tu aurais 3 forces à me donner que les introvertis valorisent pas assez. Alors, il y en a plein, hein, mais il y en a une, c'est l'écoute, l'empathie. Alors, tout le monde se reconnaît pas là-dedans parce qu'il y a on dit souvent que les personnes introverties ont une capacité d'écoute, de se mettre à la place de l'autre, de se poser, de vraiment écouter l'autre. Et alors, toutes les personnes introverties se reconnaissent pas forcément là-dedans au premier abord parce que comme on est beaucoup dans notre tête et parfois on a du mal à écouter l'autre. Oui. C'est-à-dire qu'on l'écoute, mais ça passe par une oreille et ça ressort par l'autre. Mais c'est quelque chose qui se travaille assez facilement. Et en fait, quand on y réfléchit bien, souvent on a vraiment une forme d'empathie, comme on aime bien réfléchir aux choses de manière un peu plus profonde, un peu plus dans l'analyse, etc. On est capable d'entendre vraiment ce que l'autre nous dit, aller au fond des choses. Et ça, en fait, c'est une force énorme en fait pour créer du lien avec les gens. Les gens adorent qu'on s'intéresse à eux, qu'on leur pose des questions, qu'on les écoute sincèrement et pas ça d'une oreille distraite ou dans le jugement. Dans le monde professionnel, c'est quelque chose de très puissant parce que, alors, en interne, moi par le passé je travaillais dans les achats, donc, par exemple, mais c'est par exemple pour toutes les fonctions support, que ce soit les RH, les achats, qu'est-ce qu'il y a, la logistique, enfin toutes les fonctions internes, on a très souvent besoin d'interagir avec les autres départements, avec les autres collègues. Et par exemple, c'est quelque chose qui est typique dans les RH ou dans les achats. On a des projets qu'on doit un petit peu imposer à l'entreprise, par exemple.
Dans les achats, ça va être réduction des coûts pour tel ou tel département, qui peuvent être pas très populaires si on les apporte comme ça en disant bah moi j'ai cet objectif, voilà, il faut y aller. Mais si on s'assoit avec l'autre personne, qu'on écoute sincèrement, qu'on essaye de comprendre quels sont ses besoins, qu'on essaye de comprendre comment mon projet peut lui être bénéfique aussi, de son point de vue à lui, bon bah on embarque beaucoup plus facilement finalement les différentes parties en face de nous. Pareil dans la vente, si on s'assoit avec un client et qu'on écoute ses vrais besoins, son vrai cahier des charges, souvent on va être beaucoup plus efficace que si on arrive et qu'on déroule notre speech de vente. Donc cette écoute empathie, souvent elle est très sous-estimée, on se rend pas bien compte que c'est quelque chose vraiment sur lequel on peut travailler. C'est pas forcément quelque chose qu'on a déjà bien développé, mais souvent c'est beaucoup plus facile de développer ça que de développer la spontanéité en réunion, par exemple. Ouais. Voilà. Deuxième force, l'autonomie, l'indépendance. On est souvent des personnes qui aiment travailler dans notre coin, ce qui peut être perçu pour un défaut, mais ça peut être aussi perçu comme une grande force. Je te donne un boulot, je sais qu'il va être fait. On n'a pas besoin d'instruction, C'est peut-être même un gain de temps finalement, plus productif. Ouais. Exactement. Puis souvent il y a quelque chose qui est très associé à l'introversion, c'est la profondeur de réflexion. On aime bien aller au bout des choses, on n'aime pas donner un avis sans l'avoir mûrement réfléchi. Alors certains voient ça comme un défaut, comme on est trop lent à donner une décision, voilà. Mais aussi ça peut être une grande qualité parce que justement c'est quand la décision arrive, on sait qu'elle a été mûrement réfléchie et qu'il y a des arguments solides derrière. J'ai lu un peu des livres sur l'introversion et le management. Il y a plein de livres. En France il y a rien, mais en anglais il y a plein de littérature là-dessus aux États-Unis. Et souvent les entreprises maintenant essayent dans leur top management, de mixer les tempéraments. Ils font attention à ça. Si tu as uniquement des extravertis, la boîte elle avance vite, mais parfois oui, ça manque peut-être de recul. Ouais. Un peu, si tu as que des introvertis, il y a des bonnes décisions, mais ça avance jamais. Un peu un mix, voilà.